Dans le fil qui court, une histoire se dessine. Un peu de tension, un peu d'intensité qui chemine. La résistance freine, la puissance allume. Quatre grandeurs qui font vibrer tout ce qui s'allume. U pour la tension, I pour le courant, R pour la résistance, P pour la puissance du moment. Quand tu connais ces quatre-là, l'électricité devient ton ami. Et tu peux lire dans les circuits comme un vrai opérateur radio. Oui, la tension pousse fort comme un vent invisible. L'intensité s'écoule, tranquille mais sensible. La résistance dit stop, mais jamais complètement. Et la puissance raconte ce qu'il se passe vraiment. Oh, mes joules dansent ensemble, les formules s'assemblent. Et quand tu mélanges tout ça, la magie opère dans tes doigts. U pour la tension, I pour le courant, R pour la résistance, P pour la puissance du moment. Quand tu comprends ces quatre-là, tu fais chanter les électrons et la radio devient vivante dans ton sac ou ta station. Alors branche ton multimètre, laisse parler les valeurs. L'électricité n'est pas un mystère, c'est une chanson qui a du cœur. Bienvenue à tous sur le cours de F6 KGL et ce soir nous commençons réellement la partie technique puisqu'on va voir les bases de l'électricité et donc le chapitre 1, première partie consacrée à ces bases de l'électricité qu'on va découvrir au fur et à mesure pendant toute la partie technique. Donc tout ce qu'on va voir ce soir, eh bien on va le revoir et revoir continuellement. Jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin-juillet, selon, jusqu'à la fin de cette série et voilà. Alors, on va commencer par les grandeurs de l'électricité et on va les voir dans l'ordre dans lesquelles elles ont été, alors peut-être pas découvertes, mais enfin mises en évidence. Donc la première chose, c'est la tension. Il faut bien se rendre compte qu'avant l'invention d'Alessandro Volta, donc la pile, il n'existait aucun système qui permettait de générer une tension. La seule chose qui existait, c'était de l'électricité statique qu'on pouvait emmagasiner plus ou moins facilement avec en frottant un bâton d'ébonite sur de la laine ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui à la fois est révolutionnaire, mais en fait, 1799, c'est Volta donc qui trouve cette pile, qui découvre cette pile, mais en fait il ne sait même pas ce qu'il a fabriqué. Et il se demande à quoi ça sert. Donc voilà. À quoi ça peut servir. Ou à quoi ça peut servir. Et voilà, donc 1799, donc Alessandro Volta présente
une réunion de scientifiques, enfin qu'on n'appelle pas encore des scientifiques, en Italie. Donc c'est 1799. Il montre cette nouveauté à différents savants. En 1801, il faut voir que le nord de l'Italie est à l'époque occupé par les Français, puisque c'est la Révolution française, et le post-révolution, et Napoléon a envahi tout le nord de l'Italie. Et donc la pile est présentée à Napoléon en novembre 1801. Et Napoléon lui-même, on lui explique, lui montre la chose, et Napoléon pose la question, mais à quoi ça sert? Et Volta dit, je sais pas trop. Et donc, voilà, Napoléon ne sait même pas, pourtant un grand visionnaire, mais il ne sait même pas à quoi ça peut servir. Donc, 1799, invention de la pile. On va voir ce que veut... pile, en fait, c'est un empilement. Hein. Quand on parle d'une pile, c'est un empilement de cuivre et de zinc. Donc là, on a une petite pile là, qui est un petit empilement, un plus gros empilement ici. Donc quand on parle d'empilement, en fait, c'est une rondelle de zinc et une rondelle de cuivre qui sont superposées les unes sur les autres. Et entre chaque rondelle, il y a une petite, un morceau de feutre imbibé d'eau, une solution aqueuse, comme on dit. Alors imbibé d'eau et, je suppose, avec un petit réactif, tout au moins, qui permet d'attaquer le cuivre, pas le cuivre, mais le zinc. Et ce système-là va générer une tension. Cette tension, elle est environ d'1 volt par élément. Donc voilà, ça c'est la première invention. Concrètement, alors là, on va parler d'une résistance pour mettre en évidence la tension, mais la résistance, on va voir, elle est alors elle n'est pas inventée, mais elle est mise en évidence bien plus tard. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est quoi une tension? C'est finalement une sorte de différence de pression des électrons de chaque côté, soit d'une charge, comme la résistance, soit d'un générateur, et donc ça s'appelle, dans ce cas-là, c'est une source. Selon le sens, selon que c'est une différence de potentiel ou une source, ça va porter un nom différent. U, quand c'est une différence de potentiel, U, ça vient de l'allemand Potentieller Unterschied, qui veut dire différence de potentiel. Et ça, c'est Unterschied, ça veut, faut rappeler que Georg Ohm Georg Ohm, qui a mis en évidence la résistance, il était allemand. Donc dans son texte, dans sa présentation, il emploie pour exprimer la différence de potentiel le U de Unterschied, c'est-à-dire de différence. Le E, c'est quand je suis dans une source, dans une force électromotrice. C'est pour ça qu'on appelle ça le E, c'est le E de force électromotrice. Donc une pile, par exemple, c'est une force électromotrice. C'est une source. Et donc selon ce que l'on mesure, savoir si c'est une différence de potentiel, donc quelque chose qui absorbe ou quelque chose qui génère, on va utiliser U ou E, mais c'est pareil. Les deux se mesurent en volts. Donc on peut dire que E est égal à R aussi, mais généralement on dit plutôt U, puisque quand on parle de résistance, R, c'est que il y a une charge, et donc on applique la loi d'Ohm plutôt avec le U ici de différence de potentiel. Ma tension, donc, elle se mesure entre deux points d'un circuit.
avant et après une résistance, ou aux deux bords d'une pile, ou enfin, avant ou après un moteur, ou avant et après une ampoule, tout ce que vous voulez, une lampe, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a toujours 2 points. Et on peut aussi mesurer une tension sur un circuit. Et dans ce cas-là, on mesure par rapport à une tension de référence, qui, en règle générale, est la masse du circuit. Voilà, donc après, en fait, on définit où on prend la mesure et quelle est la tension de référence. Là, en l'occurrence, ma tension de référence, c'est le point B ici, donc avant la résistance, et A, c'est ma tension que je mesure, et comment je le représente schématiquement par une flèche. Ici, le début de la flèche, enfin là où il n'y a pas justement la flèche, le trait où il n'y a pas la flèche, c'est ma tension de référence, et là où il y a ma flèche, c'est la tension, enfin c'est là où je prends ma tension. Donc là, concrètement, je prends ma tension à la sortie de ma résistance. Bon, on verra ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est quelque chose qui est assez compréhensible. Et quand on parle de tension, là, donc la tension U, je peux aussi définir entre quoi et quoi je prends ma tension. Et donc, si j'ai 2 points ici, ma tension ici, ça va être la tension dite UBA. B étant le départ et A étant le point où je mesure. D'accord? Et donc, si j'ai une tension ici positive, ma tension mesurée ici, évidemment, elle va être positive. Et si je mesure dans l'autre sens, ma tension, elle va être négative. Typiquement, ce qui se passe ici, alors c'est peut-être pas très lisible là, mais là j'ai un circuit avec une pile, une résistance. Donc ici, mon circuit, donc ma pile est rebouclée ici sur une résistance. Donc en fait, concrètement, je vais faire chauffer ma résistance. Ça va servir à pas grand-chose. Mais voilà, je fais chauffer ma résistance. Il va y avoir un courant à l'intérieur qui va passer ici du plus de ma pile au moins de l'autre côté. En revanche, ici, le moins, il est ici et il est connecté au commun de mon voltmètre, de mon multimètre, positionné en voltmètre. Donc, mon fil noir ici est relié au commun. Je vais agrandir parce que c'est peut-être plus facile à voir. Donc là, ce que je mesure, c'est une force électromotrice, puisque ce que je mesure, c'est ma tension de la pile. Donc ici, on voit bien, il y a marqué commun. Donc je le mets ici sur le moins de ma pile. Hein, ça, le moins, c'est le gros trait gras comme ça de ma pile. Et d'abord, je me mets en calibre volt. Et mon point de test, je le mets de l'autre côté de ma pile. Donc ça, c'est ma force électromotrice. On va dire que c'est une pile de 9 volts. Bien. Si je mesure cette même chose ici, mais aux bornes de ma résistance, selon le sens que je vais mettre ici ma tension de référence, si je ne la mets pas sur ma masse qui est ici, puisque c'est ce qui est relié à la masse de ma pile, si je le mets en sens inverse, ici, alors ça c'est une diode, mais ça pourrait être n'importe quoi, enfin je pense pas que si c'est une diode, ça ne fera pas cette répartition de tension, je vous le dis tout de suite. Donc ça doit être autre chose, ou alors une diode bien spécifique, une ZR peut-être, on ne sait pas, et encore elle n'est pas montée à l'envers, donc je ne suis pas sûr que ça le fasse le coup, mais enfin bon, peu importe. Ici j'ai monté à l'envers, puisque ici je suis relié au plus, hein. Cette partie-là elle est reliée
à travers ici ce composant que je ne sais pas trop ce que c'est, au plus. Donc cette tension ici, elle est supérieure à la tension qui est ici. Donc je suis à l'envers. Et mon voltmètre va m'indiquer moins 4 volts 69. C'est normal. Et pour qu'il indique 4 volts 69, il faut que ici mon commun soit de ce côté-là, et donc le rouge qui est la broche qui permet de mesurer la tension, qu'elle soit de l'autre côté. Alors c'est pour ça qu'il y a une broche noire et une broche rouge sur les multimètres, c'est justement pour détromper et être certain du fil utilisé. Parce que quand on a un brouillon de fil, difficile à savoir lequel est le bon. Donc voilà, ça c'est pour ma tension. Mon intensité, j'étais un peu vite. Mon intensité. Alors, il se passe pas mal de temps, 20 ans quand même, avant que quelqu'un découvre une application de la pile de Volta. Et en l'occurrence, c'est un certain monsieur Ørsted. Alors monsieur Ørsted, c'est aussi un savant, comme on appelait à l'époque, c'est pas des scientifiques, c'est des savants, qui découvre un phénomène particulier, mais qui ne comprend pas ce que c'est. Je m'explique. Il prend une pile de Volta. Alors déjà, il faut voir que son atelier, son bureau, je sais pas quoi, c'est un bordel monstre. Et qu'il y a plein de trucs dessus. Et en particulier, il y a une pile, une boussole et du fil électrique, enfin un conducteur. Et il remarque, complètement par hasard, que lorsqu'il boucle sa pile, c'est-à-dire fait un circuit entre le plus et le moins de sa pile, ça fait dévier la boussole qui est aussi sur son bureau. Et selon le sens dans lequel il met son fil, Thomas s'y retourne le fil pour faire. Alors, ce qu'il ne connaissait pas, c'était cette notion de courant, évidemment. Dans un sens ou dans un autre. Voilà, donc ça va dans un sens ou dans un autre, et la boussole n'indique plus le nord. Et donc il est très intrigué. Il fait paraître un article dans les revues scientifiques ou savantes de l'époque, pour dire j'ai trouvé ça, qu'en pensez-vous, à quoi c'est dû, etc., etc. Et 3 mois après, c'est André-Marie Ampère qui lui répond et qui lui a pensé au courant électrique. Donc, l'intensité, c'est en fait le fait qu'il y ait ce courant électrique qui est concrètement des électrons qui passent. Alors évidemment, électron, c'est un mot que ne connaissaient pas ni Volta, ni Ampère, ni Ørsted. Ça, ils n'avaient pas encore. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un atome, donc déjà ça commençait mal. Et donc, il dit, voilà, c'est à cause de l'intensité, donc du courant qui passe du plus vers le moins de la pile. Alors, lors des fêtes de la science, moi j'ai monté une petite pile, alors je vais vous la montrer. Alors là, je l'ai, mais j'ai pas mis de liquide dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, mais j'ai pas mis de liquide, mais voilà l'expérience qu'on avait fait, ça, et qui marche bien. Donc vous voyez, j'ai 4 petits bocaux là. Je vais vous les montrer tout à l'heure avec du cuivre, du zinc, et ces 4 petits bocaux me génèrent 4 volts. 1 volt par élément de ma pile de Volta. Et ça, c'est une vraie pile de Volta puisque c'est une pile zinc-cuivre. Alors, ma petite... Donc là, je vous la passe à la webcam.
Donc voilà comment c'est foutu. Voilà, donc j'ai récupéré un tube de cuivre, tube de cuivre de chauffage, hein, voilà. Normal rouge. Voilà. Et ici, un morceau de zinc de ma descente de toiture, voilà, que j'ai récupéré, que j'ai taillé, et voilà. Alors ça a baigné, évidemment là je l'ai retiré, mais ça baigne dans de l'eau dans laquelle j'ai rajouté un petit peu de vinaigre blanc, donc c'est de l'acide acétique, mais ça marche aussi très bien avec du jus de citron ou avec de la soude, des cristaux de soude. Donc ça marche très bien. En fait, qu'est-ce que ça va faire? La soude ou l'acide vont attaquer le zinc. Le zinc va se transformer en oxyde de zinc. Comment? Eh bien, parce que l'eau se décompose grâce au courant électrique généré en oxygène et hydrogène. L'oxygène vient sur le zinc et ça fait de l'oxyde de zinc, lequel oxyde de zinc tombe au fond de mon bocal. Donc au fond de mon bocal, il y a une espèce de mélasse grise assez immonde au bout d'un moment. Et l'hydrogène, il s'évapore. Donc c'est pour ça que je ne fais pas ça à l'intérieur du local, parce que c'est de l'hydrogène, et que l'hydrogène, ça explose très facilement. Donc si vous faites ça, c'est à l'extérieur. Voilà. Et le cuivre, alors il n'est pas attaqué par la réaction chimique, mais il est attaqué par, en l'occurrence, l'acide acétique. Donc vous voyez, il est un petit peu bouffé là. Et ce qui est surtout bouffé, c'est mon zinc. Là, il est bien attaqué, et je pense que l'année prochaine, il va falloir que je change mes morceaux de zinc parce qu'ils seront trop bouffés. Ils ont pour refaire ta toiture. Oui, voilà, il faut que je refasse ma toiture. Voilà, et donc ça me génère 4 volts qui me permet d'éclairer ma petite LED ici. Donc évidemment pas question là de générer une puissance énorme capable de remplacer une centrale nucléaire, évidemment. Mais voilà, ça permet juste d'éclairer ma petite LED et ça fait déjà pas mal son effet. Alors, j'ai pas tenté de faire quelque chose de mieux, c'est-à-dire de voir comment je peux avoir plus de débit, mais je pense qu'en cherchant peut-être dans ce qu'on appelle la solution aqueuse, c'est-à-dire que ce que je mets, parce que là pour le moment j'ai mis de l'eau et du vinaigre blanc, c'est ce que j'avais fait jusqu'à présent. Du vinaigre de cidre. Mais voilà, on va essayer de peaufiner le truc. Voilà. Bon, peut-être pas du balsamique, c'est cher quand même. Voilà, mais peut-être de l'eau salée, ça marcherait peut-être mieux, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça me génère donc 1 volt par élément, et j'ai mesuré l'intensité de court-circuit avec mon voltmètre, et je trouve 9 mA. Donc, ça veut 9 mA. Ce qui veut dire que la résistance interne de chaque élément, c'est 450 ohms. Bon, je l'ai calculé. On verra ça plus précisément quand on fera les piles, mais voilà. Et donc là, je voulais aussi vous montrer. Donc c'est des éléments comme ça, et l'élément terminal, ici j'ai du zinc et ici j'ai du cuivre. Voilà, donc les deux éléments terminaux, puis après j'ai mon fil là qui ramène sur ma petite LED, et quand je fais le contact là, elle s'allume. Voilà. Donc ça c'est un truc sympa à faire voilà, pour montrer à des gosses, c'est aussi sympa. Et c'est marrant parce que ça permet après de lier la discussion avec les adultes en disant mais qu'est-ce que c'est pour vous la réaction chimique, etc. C'est marrant. Deuxième petite expérience que je fais aussi, ça c'est l'expérience d'Ørsted. Alors là j'ai ma petite boussole. Hein, donc elle indique, quand tout va bien, elle indique le nord.
pas certain. Voilà, donc Bonne là, année, messieurs. salut, Salut. Meilleur de à toi. salut, salut, Ouais. ça va? Tac, ça va, ça va. Félicitations ta prestation. Ah bah, Alors, petite expérience, donc là, j'ai une pile, et donc là, ma boussole indique le nord, hein. Le nord, c'est la partie blanche, et donc là, ma pile, bon, en plus c'est marqué, il y a marqué un plus dessus, donc c'est facile. Donc ça veut dire que le courant va aller du plus vers le moins, et comme il va du plus vers le moins, comment dire, l'expérience d'Ørsted me dit que mon aiguille va se déplacer vers la gauche. Donc si ça va dans ce sens-là, vers la gauche, ma partie blanche de ma boussole qui indique le nord va venir vers moi. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça tourne? Ouf, ça marche. Donc vous voyez, elle est venue vers moi, et quand je retourne ma pile, comment ça va marcher? Alors, elle revient vers le nord, ce qui est normal, et quand je retourne ma pile, pof, elle part dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience d'Ørsted avec une petite pile de 1,5 V. Voilà, donc ce sont deux expériences assez faciles à réaliser et à montrer, donc ça peut être intéressant. Et donc ça, ces deux expériences-là, alors j'ai essayé de faire dévier ma boussole par ma pile, ça marche pas parce que visiblement il n'y a pas assez d'intensité en fait. Les 9 mA qui sortent en intensité de court-circuit ne sont pas suffisants pour faire dévier, pour faire un champ magnétique qui fait dévier ma pile. Donc Ørsted a eu beaucoup de chance que ça fonctionne. Moi, ça n'a pas marché, ou tout au moins, il faudrait que je mette plus d'éléments à ma pile. Peut-être, je sais pas. À voir. Peut-être que le fil aussi, il a un diamètre trop gros, celui qui Ah, je sais est dans pas. le cadre. Peut-être. Peut-être. C'est à... Aucune idée. Il faudrait que je teste pour voir comment améliorer les choses. Je reviens sur mon PDF. Là, je vous montre l'expérience d'Ørsted, dont on reparlera après, bien évidemment. C'est la règle du bonhomme d'ampère, donc c'est le courant qui traverse le bonhomme d'ampère et la force qui va vers la gauche. Et c'est aussi la règle des 3 doigts, donc avec du coup la main droite. Et là, la force, elle va vers la gauche, puisque le pouce indique le courant, le majeur indique l'intensité, le pouce c'est le champ magnétique, et la force, donc ce qui permet de faire tourner la boussole, c'est le F, donc c'est le Champ chemin courant. Voilà, le champ chemin courant. Voilà. Les deux autres grandeurs qui vont toujours nous être, qu'il faudra toujours avoir en tête, c'est la résistance. La résistance a donc été, c'est 7 ans après la découverte d'Ampère, hein. Donc ça a été très long à se mettre en route, 1827. Et donc c'est la théorie du circuit galvanique. Et donc encore une fois, c'est une publication dans les revues dites savantes par Georg Ohm, qui définit finalement ce qu'on va appeler la loi d'Ohm par la suite. Et donc là, c'est la résistance. Et alors attention, parce que quand on parle de résistance, on parle en fait de deux choses. On parle du phénomène, le phénomène de résistance d'un matériau à empêcher le passage d'un courant, et puis d'autre part le composant résistance. En anglais, on a deux mots distincts. Résistance qui veut dire le phénomène,
Et le composant, les Anglais appellent ça a resistor. Donc bien, c'est bien deux mots distincts et ça évite la confusion parce qu'en français, du coup, quand on parle de résistance, on ne sait plus si on parle du composant ou du phénomène. Voilà. Donc c'est juste faire attention à ça. Au départ, c'est un peu perturbant pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc la résistance, elle est notée R, donc toutes les formules. On va la noter R, et elle va être donnée en ohms, et ohm, c'est la lettre oméga majuscule, en hommage à Monsieur Ohm, tout simplement. Oui, alors j'ai oublié de préciser, le volt, c'est volta, donc on a retiré le A, ça donne le volt, et l'intensité, c'est pas de Ørsted, c'est ampère. C'est pas celui qui a découvert, c'est celui qui a expliqué. C'est bien. Donc voilà. Quand on mesure une résistance, en fait, je vais me mettre ici, je prends mon multimètre et je le mets en mode mesure de résistance. Alors, en règle générale, ici, enfin, c'est quand même mieux, je n'alimente pas ma résistance. C'est-à-dire que je coupe ici l'alimentation de la pile. Il faut que mon voltmètre, mon multimètre ici, il n'y ait pas de tension ni intensité dans la résistance. Parce que je risque, de toute façon, ma lecture va être faussée, et deux, je risque de flinguer mon multimètre. Si ça dépasse le calibre, voilà. Et donc là, je vais le mettre en calibre ohm, parce que voilà, je mesure une résistance. Et je peux la mesurer dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que je peux inverser mes deux prises là, mes deux électrodes, je peux les inverser et ça va me donner la même valeur et il n'y aura pas de signe. Une résistance est toujours positive. Une résistance ne peut pas être négative. Ça ne veut rien dire une résistance négative. Alors. Donc représentation schématique, là il y a plusieurs types de représentations. Celui-là c'est le plus classique, c'est ce qu'on a actuellement à peu près partout. Alors la valeur de la résistance elle est indiquée soit à l'intérieur du composant ou un tout petit peu à l'extérieur, enfin juste à côté, mais voilà. Après tout dépend de la place, du logiciel utilisé pour faire le dessin, etc., etc. Ça, c'est une ancienne représentation, et ça, encore plus ancienne. Mais plus explicite. Voilà. Mais peut-être plus explicite, celle-là. Voilà. Bon, en tout cas, maintenant, c'est un rectangle, tout simplement. Avec dedans ou juste à côté la valeur. Et, en règle générale, pour éviter toute confusion, on indique ohm. Ou kilo-ohm, ou méga-ohm. Quand j'étais gamin, moi, on m'expliquait tout ça en comparant un barrage avec un lac. Ouais. La conduite forcée, bah, ça, on va en parler après quand on parlera de la loi d'Ohm qui met en lumière tout ça. Donc mesure, et puis évidemment ce composant très particulier, la résistance, on va le voir en détail dans le prochain cours, puisqu'on va disséquer des résistances pour montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Et enfin, la dernière grandeur qui a été mise en évidence, c'est le watt. Alors, James Watt, dans la puissance dans la chaleur dégagée par ma résistance, il a strictement rien fait. James Watt, vous voyez, il est mort en 1819. Donc, avant que la publication de Monsieur Ohm. En revanche, la loi de Watt ou de Joule,
En fait, c'est la loi de Joule dont on parle, mais la puissance, elle est mesurée en watts. Et le watt, donc c'est James Watt, et lui, tout ce qu'il a fait, c'est améliorer la machine à vapeur. C'est la fameuse espèce de soupape de sécurité, le truc qui tourne là, qui permet à la cocotte minute de la machine à vapeur de ne pas exploser. À réguler toujours la même pression. Donc ça, c'est James Watt, mais sur les résistances, il a strictement rien fait. Puisque il est mort avant que avant la découverte de tous ces trucs-là. Donc voilà. Comme pour la tension, on va parler de puissance disponible, c'est-à-dire ce que va générer un générateur, ou ce que l'on va acheter à Monsieur EDF, c'est la puissance disponible, ou alors la puissance consommée, c'est-à-dire ce qui va être consommé par mes charges. Et donc, cette puissance consommée, elle peut prendre différentes formes. La plus classique pour les résistances notamment, c'est une puissance thermique, donc ça chauffe, tout simplement. C'est la chaleur. Ça peut être une puissance électrochimique, comme par exemple, je charge un accumulateur. C'est bien quelque chose qui va absorber mon énergie. Un accumulateur, quand je le charge, il accumule justement, donc il consomme. Ça peut être aussi une puissance électromagnétique, mon antenne qui émet. Mon antenne, si j'envoie de la puissance dedans, j'espère qu'elle ne chauffe pas. Si elle chauffe, c'est pas bon. Donc il faut qu'elle génère un champ électromagnétique. Et donc voilà, c'est le champ d'une antenne. Ou ça peut être aussi une puissance mécanique, un moteur qui tourne. Le moteur qui tourne, encore une fois, c'est bien qu'il tourne, et c'est pas bien quand il chauffe. S'il chauffe, c'est qu'il y a une partie de l'énergie qui est perdue. Et juste voilà, pour vous rappeler ce que c'est... en fait, James Watt, il a surtout travaillé sur le cheval vapeur. Le cheval vapeur, et d'ailleurs, quand il avait défini le cheval vapeur, le watt n'était toujours pas inventé. C'est après seulement qu'on a fait la relation entre le watt et le cheval vapeur. Donc un cheval vapeur, c'est un cheval qui tire un poids ici de 75 kg et qui le soulève d'1 mètre en 1 seconde. Ça, c'est la puissance qu'il faut pour faire cet acte-là, et c'est un cheval qui le fait, puisque l'homme, il va pas pouvoir porter aussi facilement que le cheval. Et donc, quand on met en toutes ces 4 grandeurs sous forme de lois, qui ont été donc, alors ça, U égale RI, ça c'est la loi d'Ohm, donc 1827, et juste après il y a la loi de Joule qui arrive, c'est 1830 par là. Et donc on a nos 4 grandeurs là qui sont reliées par ces 2 lois fondamentales qu'on va voir tout le temps, qu'on va retrouver tout le temps, avec des variantes ou des applications quelquefois un peu détournées, parce que là on est dans les tensions continues, mais on va voir que ça s'applique aussi aux tensions alternatives. Et si on a des déphasages entre tension et intensité, on y arrive encore, on peut revenir à ces lois. On verra au fur et à mesure. Donc ces 2 lois sont fondamentales parce qu'elles expriment les relations entre les 4 grandeurs de l'électricité. Donc ça c'est avoir ça tout le temps en tête, U égale RI et P égale UI. Et comme on a vu il y a ça quelques temps maintenant,
les différentes transformations de formules, quand on a U égale RI, on peut dire que R égale U divisé par I, ou que I est égal à U divisé par R, hein, en transformant, ça s'appelle des variantes, et donc lorsque je transforme cette équation ou celle-ci, j'arrive à ces deux formules, qui sont en fait les mêmes, hein. C'est la même, mais elle est juste, comment dire, c'est une variante. Donc on a, il suffit de faire passer ici pour avoir I, le R, je le fais passer en dessous, de l'autre côté de mon trait de fraction, comme c'est une multiplication, ça va passer en dessous et ça va devenir une division. Et donc ça va me donner, donc I est égal à U sur R, qui est ici. Et si je garde que R, R est égal à U sur I, qui est ici, etc., etc. Et je peux aussi m'amuser à remplacer, par exemple, ici, dans P égale UI, U est égal à U sur R. Donc, je peux en conclure que P est égal à U2 sur R. Ou, autre manière aussi, I, je le remplace ici par sa valeur, U, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire U est égal à P divisé par I. Hein, et donc, ah non, U égale RI, pardon, U égale RI, et donc ça me, P est égal à R fois I, donc P égale RI2. Donc voilà, on peut transformer ces deux équations-là par toutes ces variantes-là. Alors bon, vous me direz, oulala, ça en fait à prendre des tas de formules. Et donc, on en arrive à ce joli tableau où on a toutes les formules qui sont écrites, mais finalement, on ne va retenir que 4 formules que l'on va disposer sous forme de triangle, dont on avait déjà parlé. Donc, U égale RI et P égale UI, celles-là, voilà, on les connaît. C'est des formules de base qui sont donc là. U égale RI, P égale UI. Et on va aussi avoir P égale U2 sur R, qui est là, ou P égale RI2, qui est là. Et toutes les autres formules ici qui ne sont pas en gras rouge, eh bien on va les retrouver en cachant l'inconnu. Par exemple ici, je cache U, et la réponse, puisque je cache ici U au carré, la réponse est racine carrée, U égale à racine carrée de P multiplié par R. On la cherche, elle est bien là. Inversement, ici, je veux calculer R. R est égal à P sur I au carré. Je la cherche, elle est là. Donc ici, vous avez vos 4 triangles. U égale RI et P égale UI, celle-là, c'est des formules de base. Vous en connaissez que 2 autres. P égale U2 sur R et P égale RI2. Vous mettez ça sous forme de triangle et du coup, vous avez ici les 12 formules à connaître. Enfin, c'est pas à connaître, c'est à déduire parce que vous allez en avoir besoin régulièrement. Parce qu'évidemment, dans les calculs, c'est jamais, vous n'allez jamais avoir automatiquement R et I et donc facilement en calculer U. C'est pas ça qu'on va vous demander. Celle-là, on va dire qu'elle est acquise. Par contre, c'est toutes les autres qu'il va falloir savoir utiliser. Alors, voilà. Alors, ça circule sur Internet. C'est ce qu'on appelle la roue électrique. Donc ici, vous avez toutes les formules. Mais le problème de cette roue électrique, c'est que vous avez vos 12 formules à connaître. Vous l'avez peut-être sous forme synthétique, c'est beau, mais encore une fois, il faut connaître les 12. Là, c'est pour... ça, c'est un petit schéma qui est marrant. La tension, il faut bien voir que la tension, c'est la pression des électrons.
de chaque côté d'une résistance. La résistance, concrètement, c'est un rétrécissement du tuyau du fil du conducteur. Ah, moi, je passe pas dedans. Hein. Voilà. Et donc, le pauvre ampère, il a du mal à passer dedans. D'autant plus que Monsieur Ohm, il serre ici il serre les boyaux, hein, donc là, impossible de passer. Et Monsieur Volt, il le pousse au cul parce qu'il faut qu'il passe. Donc voilà, on comprend bien la manière dont ça fonctionne. Et puis, alors, il y a aussi des relations avec l'eau, enfin les liquides. La tension, c'est finalement la pression dans un tuyau. La résistance, c'est la grosseur du tuyau. Et l'intensité, c'est le débit de l'eau qui passe dans le tuyau. Plus le tuyau est petit, plus le débit va être faible. Ça semble évident. Et de même, plus la pression va être importante, plus l'intensité, le débit va être fort. Tout ça, c'est proportionnel. C'est la même chose que U égale RI. Ça va fonctionner de la même manière. Donc, exemple, une résistance de 1500 ohms parcourue par un courant de 0,1 ampère. Quelle est la tension à ces bornes? Quelle est la puissance dissipée? Alors évidemment, à l'examen, c'est une ou l'autre des questions. Il ne faut pas les deux. D'accord? Donc, une résistance de 1500 ohms, un courant de 0,1 ampère. La résistance, la tension, c'est U égale RI, donc R 1500 multiplié par 0,1, ça me fait 150 volts. Parce que, évidemment, ma tension est en volts, mon intensité en ampères et ma résistance en ohms. Et si j'avais non pas 1500 mais 1,5 kΩ, évidemment, je ne prends pas 1,5 pour ma formule, mais il faut bien que je revienne à des ohms, puisque l'unité pour ma loi d'ohm, c'est l'ohm. Pour l'intensité, c'est des ampères, et la tension, c'est des volts. Et donc, si je ne suis pas dans l'unité, mais dans un multiple ou un sous-multiple, faut que je pense à bien soit le taper sur ma calculette ou penser à rajouter ou à retirer des zéros. Donc, ça c'est ma tension, et la puissance, c'est P égale UI. U, je viens de le calculer, 150 volts. I, 0,1 ampère, ça me fait 15 watts. Donc ça va chauffer un petit peu, et c'est normal. Autre manière, si je n'ai pas calculé auparavant, ou si j'ai oublié que j'avais calculé auparavant la tension, je peux aussi utiliser la formule P égale RI2. Puisque j'ai R et I. Donc P égale RI2, 1500 fois 0,1 fois 0,1 égale encore 15 watts. Et si je suis très tordu, eh bien je peux encore utiliser cette formule, P égale U2 sur R, puisque j'ai déjà U. J'ai R par ailleurs. Donc je fais 150 au carré. Donc 150 fois 150 divisé par 1500. Alors ça, deux têtes, c'est même pas la peine d'essayer. Ça fait 22 500 divisé par 1500. N'essayez pas, mais je peux vous assurer que ça donne encore 15 watts. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, voilà, que vous preniez le système dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne de la même manière. Autre question ici, quelle est la puissance dissipée et la valeur de R? Alors encore une fois, à l'examen, vous allez avoir qu'une seule question. Ici, je vous en ai mis deux. Ah.
Hop. Donc la puissance dissipée, alors P, là j'ai quoi? J'ai U et j'ai I. Donc P égale UI, donc 2 volts fois 0,05. Ne pas oublier que, enfin le 0 là, sinon ça va pas marcher. Donc 0,05 ça me fait 0,1 watts. Inutile de dire que voilà, ça chauffe pas beaucoup. On sent à peine la chaleur là. Et quelle est la résistance? Eh bien là, la résistance, R est égale à U sur I. Donc U divisé par 0,05. Donc je vous conseille plutôt de prendre votre calculette, parce que de tête, bon, sauf ceux qui sont à l'aise, c'est pas aussi évident que ça. Voilà, divisé par 0,05, c'est comme multiplié par 20. Ça revient au même. Et donc ça me donne 40 ohms. Voilà, et puis on peut aussi faire comme l'exercice précédent. Comme j'ai calculé déjà la puissance et que j'ai l'intensité, je peux m'amuser à calculer R est égal à P sur I2. Donc P, 0,1 watt, divisé par 0,05, divisé par, j'ouvre ma parenthèse, ne pas oublier d'ouvrir la parenthèse puisque je suis au carré, là, donc 0,05 multiplié par 0,05. Et donc ça me donne 40 ohms. Voilà, vaut mieux le faire à la calculette, ça marche mieux. Et puis aussi encore une autre formule pour ceux qui seraient tentés, donc P égale U au carré, je l'ai là. La puissance, je l'ai déjà calculée. Donc U au carré, 2 fois 2, 4, divisé par 0,1, donc c'est multiplié par 10. 4 fois 10, 40. Voilà. Et encore une fois, on retrouve la même valeur, heureusement. Autres unités, alors qui sont moins courantes, mais qu'on va retrouver quand même de temps en temps, c'est le coulomb. Alors le coulomb, il a été découvert à un moment où la pile n'existait pas encore, 1784. En fait, Charles-Augustin de Coulomb, il invente cette fameuse balance de Coulomb qui permet de mesurer la quantité d'électricité générée lorsqu'on frotte un bâton d'ébonite, par exemple, sur de la laine. Ça génère une électricité statique, et c'est cette électricité statique qu'il a essayé de quantifier. Bien évidemment, ça a été après réutilisé, puisque le coulomb est déterminé par rapport à l'ampère. Et 1806, les travaux d'ampère, ils n'étaient pas encore commencés. Donc en fait, cette unité a été donnée en hommage à Coulomb, mais il n'a pas vraiment travaillé sur l'électricité, sur de l'électricité comme on l'entend actuellement. C'était de l'électricité statique. Et donc un coulomb, ça représente une quantité d'électricité. Un coulomb, alors 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Donc le coulomb, c'est une quantité d'électricité, c'est un nombre d'électrons, et l'ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Cette quantité d'électricité, elle a été définie beaucoup plus tard, puisque déjà il faut avoir défini, trouver ce que c'est qu'un électron, déjà un atome, puis un électron, puis après la charge d'un électron. Donc ça nécessite quand même pas mal de techniques, donc ça a été défini bien plus tard. Et donc un coulomb, ça représente, alors à peu près, le chiffre exact c'est super précis, mais voilà,
c'est 6,25 10 puissance 18 électrons. Donc 10 puissance 18, c'est 10, enfin 1 avec 18 zéros derrière. Donc ce sont, si on traduit ça en français, c'est 6 milliards de milliards. C'est pour vous donner une idée déjà de la petitesse d'un électron, et deuxièmement de l'énorme quantité d'électrons qu'il y a dans un coulomb, et donc dans un ampère. Un ampère, c'est 6 milliards de milliards d'électrons qui passent dans votre fil en une seconde. Et ce n'est qu'un ampère. Donc on a une relation ici du coulomb, donc 1 ampère, enfin, l'intensité c'est le nombre de coulombs par seconde. Je vous rappelle que l'unité de temps en physique, c'est la seconde. C'est pas autre chose. C'est pas le jour, c'est pas la minute, c'est pas la seconde. C'est l'unité de temps. Et donc, l'autre variante, c'est la quantité d'électricité, c'est l'intensité multipliée par le temps, tout simplement. Et donc, le coulomb, c'est une unité, malgré le nombre d'électrons, c'est une unité qui est très petite. Et donc, quelquefois, c'est pas toujours évident de définir, d'avoir une représentation de la quantité d'électricité, notamment d'une source. Et pour avoir une meilleure idée, on va utiliser ce qu'on appelle l'ampère-heure. Un ampère-heure, eh bien, c'est 1 ampère pendant 1 heure. Et comme vous savez qu'une heure, c'est 3600 secondes, eh bien, 1 ampère-heure, c'est 3600 coulombs. Et donc, on va avoir notamment les accumulateurs. On ne va pas donner la quantité d'électricité qu'ils peuvent emmagasiner en coulombs. On va donner ça en ampère-heure, qui est beaucoup plus parlant que pour nous, que le coulomb, qui est un petit peu... ça donne pas une idée très précise de la quantité d'électricité. De même, on a le joule. Et donc là, ça c'est la loi de Joule. Alors le Joule, il a travaillé sur l'équivalent mécanique de la chaleur, c'est-à-dire savoir, il voulait comparer la puissance nécessaire pour chauffer quelque chose par rapport à la puissance nécessaire pour tirer quelque chose, par exemple. Donc ça, c'est la puissance mécanique. Et donc il y a une relation entre les deux, et c'est donc Joule qui a mis cette relation au point. Et donc le Joule, il a été donné pour de l'énergie disponible ou l'énergie consommée, mais Joule, il n'a pas travaillé réellement sur l'électricité. On a mis une application sur l'électricité, mais il n'a pas directement travaillé là-dessus. Et donc, le Joule, c'est la même idée ici que les coulombs, sauf que c'est appliqué à la puissance. La puissance, c'est instantané. L'énergie, c'est ce qui est emmagasiné. C'est quelque chose qui, assez... autant le coulomb, c'est quelque chose qu'on arrive à concevoir assez facilement. Le joule, c'est une quantité d'énergie. Donc, par exemple, si vous avez 1 tonne de sable à déplacer, soit vous allez utiliser une brouette ou une grosse pelleteuse, la puissance consommée sera la même. La seule différence, c'est le temps. Et donc, finalement, c'est la puissance que vous allez mettre en jeu. Avec votre petite brouette, vous n'avez pas beaucoup de puissance. Avec votre pelleteuse, vous avez une plus grosse puissance.
Le travail est exactement le même, c'est juste le temps pour faire le travail qui est différent. Et donc, c'est cette relation qu'on a là, la puissance en watts, c'est égal à l'énergie divisé par le temps. Et l'énergie, soit c'est l'énergie disponible, et dans ce cas-là, c'est E, comme énergie, ou l'énergie consommée, puisqu'on avait la puissance disponible et la puissance consommée. Et bien de même, on va avoir l'énergie disponible, E, et l'énergie consommée qu'on va appeler travail. Et le travail, comme vous le savez en anglais, c'est work, et donc ça, on va utiliser la lettre W pour le travail. Alors autant le coulomb, on va le revoir par la suite, autant le joule, on va très peu le voir. Mais j'ai mis les deux parce que les deux, c'est la même idée, c'est la puissance ici divisée, enfin c'est le travail ou l'énergie divisée par le temps, ou inversement le travail, c'est la puissance multipliée par le temps. Et même chose, on va avoir l'unité d'énergie, c'est le watt-heure, avec la relation 1 Wh est égal à 3600 joules. Donc ce que vous achetez à monsieur EDF, ça peut être des kilowatts, peut-être, mais c'est surtout des mégajoules. C'est tout. Et quand, enfin, sachant que le wattheure n'est pas réellement une unité entre guillemets officielle. L'unité officielle, c'est le joule. Et de même pour les piles, l'unité officielle, c'est le coulomb. C'est pas l'ampère-heure. Ben, mon coulomb. Voilà. Mais il n'empêche que le joule et le coulomb, on va les utiliser plutôt sous forme de ampère-heure ou wattheure. Et quand on dit ampère-heure, c'est ampère multiplié par heure, évidemment. Et non pas ampère divisé par heure. Puisque c'est l'intensité multipliée par le temps. Et même chose pour l'énergie, c'est la puissance, enfin, l'énergie disponible ou consommée multipliée par le temps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça watt-heure, sans la barre de fraction qui indiquerait, comme par exemple le kilomètre par heure. Le kilomètre heure, le kilomètre par heure. Donc voilà une question sur les coulomb et les watts. J'ai une résistance de 5 ohms, 10 volts. Là, je suis obligé de parler de temps, puisque dans mes deux relations, j'ai ma relation de temps. Donc, Q en coulomb et le travail en watts, puisque ici, c'est une résistance, donc je consomme. Donc, j'ai bien W le travail. Ce n'est pas de l'énergie qui est disponible. D'ailleurs, au passage, si je reviens en arrière, le E ici de l'énergie disponible, c'est le même E que dans E égale MC2. C'est la même chose. Ah, l'énergie. L'énergie. Puisque c'est l'énergie disponible. Hein, la formule d'Einstein, elle est reliée à la formule de Joule. Donc tout ça c'est lié. Hein. Donc ici, pour calculer ici ma quantité d'électricité en coulomb, je vais commencer par calculer l'intensité. Difficile, 2 ampères. Donc là, voilà, 2 ampères, 30 secondes, bah, ça me fait 60 coulombs. Voilà. Ma puissance, donc P est égal à U2 sur R. Donc U2, 10 fois 10, 100, divisé par 5, 20.
20 fois 30, toujours pareil, 30 secondes, ça me fait 600. Et donc on peut aussi dire que puisque P égale 8, donc P multiplié par T, enfin, si je transforme ça en joules, donc P multiplié par T, c'est U fois I fois T. Et donc, U, donc c'est la tension, 10 volts, fois Q, mais 60 coulombs. Donc ça me fait, puisque ici I fois T, c'est Q, ça. Et donc ça me donne encore mes 600 joules. Donc on peut le prendre dans n'importe quel sens, ça marche tout le temps. Bon, c'est peut-être un peu tordu, mais voilà, ça marche. Dernier point, la résistivité. Alors la résistivité, c'est le fait que un matériau résiste plus ou moins au passage du courant. Et quand on parle de passage du courant, c'est un courant électrique évidemment, mais surtout continu. On est bien toujours dans le même sens, du plus vers le moins, et le sens ne change pas comme ça va le faire dans le courant alternatif. Et en plus, cette résistivité, elle est donnée pour une température définie, généralement 20 degrés. En règle générale, pour un conducteur, plus ça chauffe, moins ça conduit. Et inversement, pour quelque chose qui est très résistant, donc un isolant, plus il chauffe, plus il laisse passer le courant. D'accord ? Voilà, donc et donc cette résistivité, alors c'est valable pour des conducteurs, mais aussi pour des isolants. Ça va marcher de la même manière, sauf que c'est des valeurs qui seront complètement différentes. La résistivité, elle est toujours notée ρ, c'est cette espèce de, qui ressemble à un P, qui est en fait un R minuscule grec. Et c'est la lettre qu'on appelle ρ. Et donc cette résistivité se définit en ohms multiplié par mètre. Pourquoi multiplié par mètre? C'est que quand on regarde ici un fil, plus c'est long, plus bon, ben c'est bon, mais surtout ça résiste. Okay, et plus ici la section est importante, moins ça résiste. D'accord? Donc finalement, on arrive à cette formule-là. C'est-à-dire R, c'est égal à la résistivité multiplié par la longueur divisé par la section en mètres carrés. Et pour arriver ici à une valeur en ohms, eh ben, je suis donc en ohms mètre, puisque ici j'ai multiplié par M et ici divisé par mètre carré. Donc je suis bien ici en ohms mètre multiplié par mètre. Il y a une belle application, ça. Quand on observe les lignes à haute tension, à la lampe néon qui doit faire 150 volts, Ouais. et le fil qui alimente ce point 150 volts, il est pris 2 ou 3 mètres avant. Vu la chute de tension qu'il y a dans ce tronçon-là, Ça permet de faire tomber la tension. Pourquoi les pierres, si on n'est pas toutes près, toutes proches, là, à la faible chute de tension qu'il y a entre les câbles et les pattes, ils restent là sans rien sentir. S'ils avaient les pattes écartées, voilà. Là, il se ferait. Il y a une probité là. Voilà. Donc la résistance d'un corps dépend de sa résistivité, mais aussi de ses dimensions, proportionnelle à la longueur et inversement proportionnelle à la section. Et donc je parle bien de section et pas de diamètre.
Hein, la section, c'est en mètres carrés. Et le diamètre, c'est le diamètre, c'est en mètres. C'est pas la même chose. Et donc là, je vous aide. Alors, vous remarquez quand même, comme je suis pour des longueurs, en système international, ma longueur, c'est du mètre. C'est pas des pouces. C'est pas des pouces, c'est pas des millimètres. Alors, bon, la longueur en mètres, ça se comprend. La section en mètres carrés, ça fait des très petites valeurs. Enfin, tout dépend de ce que enfin, si c'est un fil de cuivre, évidemment, on est plutôt quand on a des millimètres carrés de section, voilà. C'est avec ça qu'on calcule les shunts. Ouais. Dans les ampères-mètres. Dans les galvanomètres. Ici, alors là, je vous ai, ça c'est du plus, donc il n'y a pas aucune question à l'examen, heureusement. Je vous ai mis des caractéristiques de certains matériaux, comme par exemple ici l'argent. Donc l'argent, c'est le métal le plus conducteur. 1,6 10 puissance moins 8. Juste après, c'est le cuivre. Et quand on parle de cuivre, c'est le cuivre écroué, c'est-à-dire on a tapé dessus pour le rendre un peu mou. Il n'y a pas de mercure, là? Oh non, il n'y a pas le mercure, mais voilà, il y en a. Mais le mercure n'est pas spécialement un bon conducteur. Hein. Le meilleur conducteur, c'est l'argent. Et quand on parle d'argent, c'est l'argent pur. Parce qu'en règle générale, le problème, c'est que l'argent, ça s'oxyde très facilement. Et l'oxyde d'argent, en revanche, lui, c'est un isolant. Comme l'alu. Voilà, donc on n'est pas bon. L'aluminium, voilà. Et alors là, quand on parle d'aluminium, c'est l'aluminium pur. Mais l'oxyde d'aluminium, c'est très mauvais. Il est isolant. Donc voilà, vous en avez des tas comme ça, le laiton, voilà, ici. Le fer, qui est pas extraordinaire. Vous avez l'or. Alors, le gros avantage de l'or, c'est que, comme vous le savez, il ne s'oxyde pas. Mais son gros désavantage, c'est qu'il coûte cher. L'argent aussi. Hein. L'argent aussi, mais bon, voilà. Et puis après, vous avez, pour le constantan, ça c'est quelque chose qui est un matériau un peu moins connu maintenant, mais voilà. Dont la longueur ne varie pas voilà. autour de la température de référence. Voilà, ça, ouais, le gros avantage du constantan, c'est qu'il n'a pas de dilatation. Bon. Ça peut être intéressant dans certaines applications. Pour les travaux publics, quand ils font des grands ouvrages verts, une table de groupe, des centrales nucléaires ou des arches de pont, on mesure la flexion du décoffrage avec un truc constantant. Ouais. Et on a un niveau en bas qui nous donne si trop forte variation, il coule davantage ou pas. Ouais. Donc en bleu, on a ce qu'on appelle les conducteurs. Un conducteur, ça doit faire moins de 10 puissance moins 6 au mètre. Et un isolant, ça doit faire plus de 10 puissance, donc 1 million d'ohms mètres ou 1 millionième d'ohms mètre pour les conducteurs et les isolants, 1 million d'ohms mètre. Et entre les deux, donc par exemple le nichrome, l'eau de mer, le germanium, l'eau pure, vous remarquez, eau de mer 0,3, eau pure 2 10 puissance 5, ça n'a rien à voir. Complètement isolant. De l'eau pure est presque isolant. Presque. De l'air sec. Voilà. Et ce qui est le plus isolant, c'est le polystyrène. Alors, pas le polystyrène expansé, mais le polystyrène condensé. Le quartz. Le quartz est très isolant. Donc si on tape dessus. Voilà, ouais, ça.
Okay. Et entre les deux, donc, on a ce que l'on appelle les semi-conducteurs. Le germanium est un semi-conducteur. Semi-conducteur parce qu'il n'est ni conducteur, ni isolant. Voilà, il est là, 0,46, pas grand-chose. Le silicium, il est juste un tout petit peu à côté, 640. Voilà. Donc ça, voilà. Contrôle 0. Et pour terminer avec la résistivité, l'inverse de la résistivité, c'est la conductivité, qui est exactement l'inverse, puisque elle se définit en Siemens, et le Siemens, c'est 1 divisé par la résistance, l'inverse de la résistance. Siemens, c'est en hommage à Monsieur Siemens, qui a absolument pas travaillé là-dessus. Siemens, c'est l'inventeur du haut-parleur. Et qui d'ailleurs a créé sa boîte. Ils ne font plus de haut-parleurs, maintenant je vous le dis tout de suite. Mais voilà, ils continuent à travailler dans l'électronique. On reviendra un peu dessus sur cette conductivité parce que voilà, c'est intéressant de raisonner. Comment ils appellent ça déjà les ricains? Ah bah c'est la conductance ou c'est... Ah bah la conductance, oui, c'est l'inverse de la résistance. Voilà, donc ils utilisent beaucoup les ricains dans le format. Ben oui, parce que en fait, nous, ce qui va nous intéresser surtout dans nos conducteurs, dans nos fils, c'est justement que ça résiste pas. Qu'au contraire, ça conduise. Donc en fait, dans ces formules-là, en fait, il suffit de définir non pas les formules à partir de résistance, mais à partir de conductance, de fait que ça conduise. Et donc, au lieu de dire U égale RI, on dit U égale I divisé par S. C'est pareil, puisque R est égal à 1 divisé par S. Donc voilà. On verra ça, on reverra ça après, mais ayez bien ça en tête qu'il est quelquefois plus facile de raisonner en termes de conductivité plutôt que de résistance. Parce que selon les circuits, il y a des circuits qui permettent plus de conductivité et donc moins de résistance. Mais c'est la même notion, mais c'est juste l'inverse. Autre notion aussi importante, c'est la densité de courant. Et là, c'est plutôt vis-à-vis du conducteur qu'on utilise. Parce que selon ce qu'on va utiliser comme conducteur, il va pouvoir passer un débit plus ou moins important. Pour du cuivre écroui, donc le cuivre assez mou, hein, du cuivre utilisé pour les tubes de chauffage, c'est pas les mêmes constantes. C'est recuit ou écroui. Écroui, c'est mou. Non, c'est dur. C'est le dur. Ah oui, oui. Écroui, c'est le dur. Et tu prends un tube écroui, tu le chauffes au chalumeau. Et après, il est tout mou. Il est tout mou, tu le tortilles comme ça. Voilà. Bon, donc, pour du cuivre écroui, c'est 5 ampères par millimètre carré. Bon, pour du cuivre recuit, c'est à peu près pareil. Mais, voilà, c'est la norme. C'est 5 ampères au millimètre carré pour du cuivre, mais si vous utilisez de l'aluminium, ça sera une autre valeur. Et enfin, l'effet de peau, dont on va beaucoup entendre parler par la suite, c'est le fait que mon fil, donc quand on parle de résistivité, j'ai dit que c'était la résistivité en courant continu à 20 degrés. Eh bien, l'effet de peau, c'est le fait que je fais passer du courant alternatif, donc qui change de sens régulièrement dans un fil, eh bien, ma résistivité va augmenter.
mon fil va devenir de plus en plus résistant à mesure que la fréquence augmente. Et ici, vous avez une formule, alors peut-être, pas de question à l'examen, je vous rassure, hein, mais ça vous donne une idée déjà. Donc l'épaisseur de ici de l'effet de Pau. L'effet de Pau, c'est quoi? C'est le fait de dire que le courant ne circule qu'en surface de mon conducteur. Il ne circule pas du tout à l'intérieur. Ce qui veut dire que ma résistivité, automatiquement, elle augmente, puisque ma section diminue. Ils utilisent ici que la périphérie. Et cette épaisseur-là, qui est mesurée ici, elle est fonction de la fréquence. Donc l'épaisseur en microns, donc la mu m, c'est en microns. Donc c'est tout petit un micron, hein, c'est un millionième de mètre, hein, ou un millième de millimètre. Donc l'épaisseur, là, c'est 66 divisé par la racine carrée de la fréquence. Ça donne une idée. C'est pas super précis, enfin, c'est pas la vraie formule, mais ça donne déjà une bonne idée de l'épaisseur. Voilà. Donc, à 50 Hz, ne serait-ce qu'à 50 Hz, l'effet de Pau se mesure à 9 mm. C'est-à-dire que si vous avez un fil, imaginons, qui est 1 mètre de diamètre, ce qui est complètement idiot, le courant ne circulerait que sur les 9,4 premiers millimètres et pas à l'intérieur. Évidemment, nos fils, ils ne feront jamais 1 mètre de diamètre, hein, c'est certain. Donc ça n'a que peu d'importance à 50 Hz. En revanche, 20 kHz, oui, on peut... ça commence, hein. Ça explique pourquoi il faut pour les chaînes IFI. Les chaînes IFI, voilà, mettre du câble multifibre. Voilà, on met du multibrin dedans, dans les câbles, et on le met un câble assez gros, enfin, absolument. Assez gros pour pas qu'il y ait cet effet de Pau qui vienne perturber, parce que sinon, le courant, il n'arrive pas au haut-parleur, hein, tout simplement. Pas assez. Ou pas assez. Et donc, plus on monte en fréquence, alors 1 méga, c'est pas encore des fréquences élevées. 30 mégas, ça commence à quand même, on n'est qu'au décamétrique là. Et donc, le courant se balade dans votre câble coaxial sur uniquement les 12 microns en surface de votre fil. Et c'est pour ça que souvent, les âmes des câbles coaxiaux sont multibrins et non pas monobrins, pour faire passer plus de courant. Parce que du coup, ça fait, si on a du multibrin, ça fait plus de surface et donc plus de passage pour le courant. Et alors là, si on monte jusqu'à 1 giga, là, ça passe à 2 microns. Donc là, ça commence à être un peu problématique. Et donc, pour limiter cet effet de Pau, on va utiliser donc du multibrin, mais surtout, on va faire en sorte que nos conducteurs, ils ne s'oxydent pas. Oui. Parce que sinon, si ça s'oxyde, ça bouffe toute la surface active. Oui, ça bouffe toute la surface active. C'est très con. Donc on va faire des traitements, notamment du cuivre, pour que le cuivre ne puisse pas s'oxyder. Et donc la plupart du temps, c'est du cuivre traité qui ne va pas verdir. Alors du coup, dans le cuivre, on met autre chose que du cuivre. Ou on l'étame. Ou on l'étame, enfin voilà, on met du cuivre étamé dans les câbles coaxiaux, j'ai encore jamais vu. Non. Enfin voilà, donc... et ça, c'est un des problèmes qu'on va rencontrer. Plus on monte en HF, plus on va rencontrer ce problème-là. Et cet effet de Pau va tout le temps nous emmerder, tout le temps. Et il va faire que les belles formules que l'on sort, elles se cassent la figure à cause de l'effet de Pau. Voilà, ainsi se termine cette première partie du cours, le cours proprement dit. Et on va voir tout de suite
le résumé des questions d'examen et la petite expérience du soir. Donc le résumé de ce que l'on a vu rapidement en quelques slides, les 4 grandeurs de l'électricité, donc dans l'ordre dans lesquels elles ont été découvertes. La tension. La tension, c'est, je rappelle, la pression, entre guillemets, des électrons que l'on va avoir de chaque côté ici d'une résistance ou de n'importe quelle charge, ou de chaque côté de, si j'ai une pile, la pression des électrons que j'ai sur chaque électrode, entre chaque électrode de la pile. Comme la tension, c'est une différence de pression, il faut que je définisse là où je prends ma référence, donc ici par exemple, et là où je mesure, ici par exemple. Donc ici, j'ai ma flèche qui va m'indiquer ma tension. Et ici, donc, je prends mon voltmètre, ici je mets le commun, ici je mets la borne qui me permet de mesurer. Et donc ma tension va se mesurer ici entre mes 2 points-là. Quand on parle de tension, systématiquement, il y a une différence de potentiel, donc on cherche quels sont les deux points de touche de mon voltmètre. Donc c'est une flèche entre 2 points, et la flèche là, elle indique donc, comment je mesure. Il y a une différence entre la force électromotrice, c'est-à-dire une source, une pile par exemple, et une différence de potentiel, c'est-à-dire une charge, quelque chose qui absorbe l'énergie, comme par exemple une résistance. L'intensité, c'est le débit. L'intensité, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, elle va toujours du plus vers le moins. Voilà. Et sur mon circuit, comme c'est un débit, je suis obligé de couper mon circuit pour pouvoir mesurer ici mon intensité. Et donc mon intensité, je vais la mesurer ici par cette flèche qui me dit, voilà, je mesure l'intensité dans ce sens-là. Et si je suis dans ce sens-là, eh bien, mon intensité est positive, et si je mets la flèche dans l'autre sens, mon intensité va être négative. Donc ça, c'est l'intensité. La résistance, c'est ma charge ici. Donc cette notion de résistance, et c'est un composant qu'on va voir la semaine prochaine, dans le prochain cours, elle est notée R, elle est donnée en ohms. Et la puissance, c'est la puissance soit disponible dans la source, ou la puissance consommée par ma charge, donc différentes charges possibles. C'est donné en watts et c'est noté P comme puissance. Les relations entre ces 4 grandeurs, il y a 2 lois fondamentales. La loi d'Ohm, U égale RI, la loi de Joule, P égale UI. Ça, c'est les 2 lois fondamentales. À partir de ces 2 lois-là, on peut déduire 2 autres formules. Notamment ici, si je dis que U est égal à RI, je peux remplacer U ici dans ma formule, et ça me donne donc P égale R fois I, ou P égale RI2 qui est là. Et même chose ici, en utilisant la variante I est égal à U sur R, que je remplace ici dans ma valeur là, et ça me donne donc P égale U2 sur R. À partir de ces 4 formules, je représente 4 triangles qui vont me permettre de restituer ici toutes les autres formules qui ne sont pas en rouge gras. Et ça, il faut que vous ayez ça sous les yeux constamment. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la loi d'Ohm et la loi de Joule, il faut que vous l'ayez sous les yeux constamment pour vous rappeler les calculs qu'il y a à faire. Donc par exemple, je veux calculer ici la tension.
j'ai la puissance et l'intensité, eh bien P est égal à U est égal à P divisé par I. Et si je veux calculer l'intensité ici, donc avec connaissant la tension et la résistance, I est égal à U sur R. Voilà. Deux autres unités, le coulomb et le joule. Le coulomb, c'est la quantité d'électricité. Ça m'a permis de déterminer, c'est une relation avec l'intensité, puisque l'intensité, c'est une quantité d'électricité par seconde. Donc un ampère, c'est une certaine quantité d'électricité par seconde. Cette quantité d'électricité, elle est ici, 6 milliards de milliards d'électrons. Vous oubliez ça rapidement, mais voilà, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur déjà de la quantité d'électricité que ça représente. Autre manière de représenter les choses, la quantité d'électricité, c'est l'intensité multipliée par le temps. Le joule, c'est exactement la même chose, mais appliqué à la puissance, avec une différence entre la quantité d'énergie disponible et la quantité d'énergie consommée. La puissance, c'est l'énergie ou l'énergie consommée, enfin l'énergie disponible ou consommée divisée par le temps, ou l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Avec ici deux autres unités complémentaires, le coulomb, enfin l'ampère-heure qui est égal à 3600 coulombs, ou le wattheure qui est égal à 3600 joules. Enfin, la résistivité, c'est la capacité d'un matériau à résister plus ou moins au passage du courant continu. Et donc, plus le conducteur est long, plus ça résiste, et plus le conducteur a une section importante, plus ça laisse passer du courant. Ça semble évident. Mais voilà, donc la formule, elle est là. Donc, la résistance en ohms, c'est la résistivité multipliée par la longueur divisée par la section. Et la section, on parle bien de section en mètres carrés et non pas de diamètre. C'est vraiment la section, donc la surface ici, quand on coupe le conducteur dans le sens de la longueur. Donc les questions posées à l'examen, les voilà. Donc il y a pas mal de questions qui, voilà, on vous propose plusieurs formules et on vous demande quelles sont les formules exactes ou quelles sont les formules fausses. Voilà, donc là je vous ai rapporté quelques formules, savoir quelle est la formule exacte par rapport aux formules qu'on a vues déjà aujourd'hui, mais il peut y avoir aussi des formules qui mélangent plusieurs chapitres. Enfin, des questions qui mélangent plusieurs chapitres. Je n'ai pas mis des formules qu'on n'a pas encore vues. Mais voilà. Donc, par exemple, la formule 1, U est égal à R plus I. C'est sûr que c'est pas ça. Multiplier. Le travail, c'est la puissance divisée par le temps. Non, c'est multiplié par le temps. W, c'est le travail. I est égal à racine carrée de P multiplié par R. Non, c'est P divisé par R. Et là, la puissance, c'est U, donc la tension multipliée par l'intensité multipliée par le temps. Non, ça, c'est pas bon. C'est le temps ici, on ne doit pas prendre le temps. Donc finalement, il y en a aucune. Il y en a aucune. Elles sont toutes fausses. Voilà. Donc voilà, c'était aucune. Ici, que mesure-t-on? Donc là, ici, j'ai un instrument de mesure.
une résistance, quelque chose qu'on met au milieu là. Donc cet instrument de mesure, on mesure plutôt l'intensité. Ouais. Pour quand on met l'instrument, enfin quand on coupe ici le circuit pour y insérer un instrument de mesure, ce que je mesure ici, c'est l'intensité. Et donc la puissance dissipée par la résistance, donc là j'ai R, j'ai I, donc P égale RI2, 2. Je reviens en arrière, P égale RI2, d'accord? Et donc là, R, 33 000, puisque c'est des kilo-ohms, multiplié par I, multiplié par lui-même, P égale RI2, 25 000, 25. Puissance dissipée par la résistance. 25 000 divisé par 33 000. Ouais. 25. 0. Attends. Oulala, attends. Puissance dissipée. P égale RI2. J'y arrive pas peut-être. Ouais, parce que là, comme c'est des milliampères, bon, on va sortir la calculette, ça va être plus simple. Oui. Parce que là, mais je suis un peu fatigué. Alors, ma belle calculette. Quelle marche celle-là? Ah ben, c'est pas celle qui marche, merde. J'aurais dû sortir. Peut-être 33 kg divisé par 25 millions au carré, ça fait quoi? Allez, calculette. Ah ben. Millions ampères. Calculette. Hop, Full HD. Voilà. Alors, est-ce que... Oh, j'ai un reflet affreux. Ah non, ça va. Donc, 33 multiplié par 10 puissance 3, puisque c'est 33 kilo ohms. Je ne sais pas si on voit. Voilà, 33 kilo ohms. Multiplié par, j'ouvre ma parenthèse, 5 multiplié par 10 puissance moins 3. Je ferme ma parenthèse et je mets ça au carré. Exé, qu'est-ce qu'il me fait? 8,25 10 puissance moins 1. Oh. Donc ça me fait 0,825 watts. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai comme réponse? Ah ben j'ai pas 0,825 watts, mais j'ai 825 milliwatts. Et c'est bon. Je suis content. Voilà. Après, il y a des questions. Alors, vous avez des questions comme ça avec des piles. Là, la question, on s'en fout de savoir dans quel sens. Dans quel sens. Et surtout, voilà, la question, ça porte pas sur une pile, ça porte pas sur la pile, mais ça va porter sur la loi d'Ohm. Hein, donc la puissance dissipée dans R, 12 volts, 5 milliampères. R est égal à U sur I. Alors, U sur I, petit calcul. Encore une fois, on revient sur ma calculette. Hop, 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 hop. Pouf. Full HD. Que je mets comme ça. Alors, 12, et donc R est égal à U sur I. 12 divisé par I. Donc, I c'est 5 milliampères, 10
puissance moins 3. Exé 2,4 10 puissance 3. Donc 2,4 kilo ohm. Ah mais attends, mais c'était pas ma... Non, je veux calculer ma puissance. Merde. Donc P égale UI. C'est raté. C'était pas ma résistance que je voulais calculer, c'était... Donc là, il faut que je fasse multiplier. Je vois pas bien, c'est 5 milli ou 6 milli? 5. C'est 5 milli. Donc 12 multiplié par 10 puissance moins 3. Et ça me donne donc 6 puissance moins 2, 6 puissance... 6 multiplié par 10 puissance moins 2. Donc ça me fait 60 milliwatts. On les a. Et est-ce qu'on les a? Yes, on les a ici, mes 60 milliwatts. Donc là, calculer Q. Donc Q, il faut que je calcule l'intensité. La tension ici me sert à rien, j'ai déjà l'intensité, tout va bien. 50 secondes, donc 600 mA multiplié par 50 secondes, bah 6 x 5, 30, donc 30 coulombs. 30 coulombs, qui est là, ça me va bien. Et énergie dissipée par R, donc l'énergie c'est la puissance, donc P égale 8, même RI2, donc R 100, multiplié par I au carré, donc 25, donc ça me fait 2500, multiplié par une heure, bah multiplié par 3600. Donc je fais 1500 multiplié par 3600, exé, et ça me donne 5,410 puissance 6. 5,410 puissance 6. Ah, il y a un loup. Qu'est-ce que j'ai merdé? Alors, P égale RI au carré. Ah oui, j'ai mis 1500, c'est 2500. Voilà ce que c'est de faire des trucs soi-disant de tête quand on n'a pas de tête. 2500, exé, 9 10 puissance 6, donc 9 mégajoules. 9 mégajoules, on est bon, on les a ici. Voilà, petit amusement de la soirée maintenant. Donc je vous ai ramené un peu de matériel. Donc je vous présente ce que je vais faire. J'ai une jolie résistance, une grosse résistance que je vais vous montrer. Donc j'ai une pile, donc je vais mesurer la tension. Bon, enfin c'est pas compliqué parce que j'ai déjà la pile, donc il suffit de regarder sur la pile ce que c'est, quoique c'est pas encore évident. Donc j'ai une tension, je vais mesurer l'intensité, et donc je vais en déduire la résistance de ma résistance, et la puissance dissipée, voilà. Et je vais vérifier la valeur de la résistance en utilisant mon multimètre en ohmmètre. Et pour la puissance, bah, la seule manière de vérifier la puissance, bah, c'est mettre mon doigt dessus, voir si ça chauffe ou pas. Et là, difficile à évaluer après la puissance. Donc première chose, je vous montrais déjà ce que j'ai fait comme petit... Hop. Voilà. Alors, ça bouge. C'est que de bouger ça. C'est bon, ça bouge plus. Alors, je vais faire
le réglage de la webcam. Désolé que vous voyez bien. Voilà. Si je fais ça, ça marche. Donc ici, j'ai une plaque d'essai. Je vais prendre un crayon parce qu'avec mon doigt, c'est trop gros. La plaque d'essai, là, donc c'est une plaque avec des petits trous. Et dessus, ces petits trous, il y a des contacts derrière qui me permettent de monter des composants. En l'occurrence, là, j'ai mis une grosse résistance entre la ligne ici qui est reliée à mon fil bleu et la ligne ici qui est reliée ici à mon fil marron. Voilà. Je vais commencer en mettant ici mon multimètre en voltmètre. Évidemment, il indique n'importe quoi puisque j'ai encore rien branché. Ici, je branche ma pile. Et ça indique toujours n'importe quoi. Tout va bien. Alors la pile ici, elle se casse pas la gueule. Ça devrait marcher. Et donc, je mesure ici entre mes deux plots. Et ici, je mesure pas grand-chose. 8 volts 70, j'ai vu. C'est pas génial parce que j'ai pas des contacts extraordinaires. Voilà. 6 volts 55, voilà, 6 volts 71, 6 volts 7. C'est, voilà. Alors, vous remarquez que par rapport à mes 9 volts indiqués sur la pile, c'est pas extraordinaire. Voilà, 6 volts 8. On va dire 6 volts 8. Ma tension sur la pile. Je démonte ça et maintenant je vais mesurer l'intensité. Donc maintenant, il faut que je me mette ici en calibre 20 ampères et surtout que j'oublie pas de changer ici mon fil, enfin ma sonde. Ici, ça reste en commun et ici, je me suis mis sur le calibre 20 ampères. D'accord ? Maintenant, ce que je fais, c'est que ici, j'ai donc relié ici mon rouge ici sur mon premier fil. Et là, maintenant, je vais, pour mesurer mon intensité, je vais faire passer le courant ici à travers, en coupant le circuit. Donc, je vais revenir ici. Et là, j'ai 400 mA, 0,40 ampères. 400 mA. D'accord ? Ça diminue un petit peu parce que ma pile, elle commence à diminuer. Donc, j'avais donc mes 6 volts 7, 40 mA. Je prends ma calculette. 6.7 divisé par 0.4. Puisque, je rappelle, ma résistance R est égale à U sur I. U 6 volts 7, I 0,4. D'accord ? Je crois qu'il y a un reflet. Voilà, je fais comme ça. Exé, ça me donne 1,675 10 puissance 1. Donc 16,75 ohms. D'accord ? 16,75 ohms. Ce que je vais mesurer à présent, c'est mesurer ma résistance, voir si elle fait bien 16 volts 75. Donc, je débranche ma pile. Je remets ici ma sonde sur la lecture de la résistance. Je me mets en lecture de résistance et je mesure ici entre mes deux points. Donc, ici et ici. Et combien j'ai ? J'ai 19 ohms.
Donc je pense que ça, c'est parce que j'ai pas pris suffisamment de précision dans ma lecture, ou que ma pile commence un petit peu à être un peu usée. Mais voilà, donc c'est 19 ohms, la valeur de ma résistance. On n'est pas loin des 16 que j'avais, enfin 16-17 qu'on avait eu par le calcul. Juste un truc, ici, quand on regarde la résistance, il y a marqué ici 18 ohms. Alors, on ne le voit peut-être pas mal, mais ici il y a marqué 18 ohms sur le côté. Donc ma résistance marquée 18 ohms, en fait elle fait 19 ohms. On en parlera la semaine prochaine plus précisément. Et dernière chose, si je mets, enfin, donc je remets ici mon système, j'ai pas mon voltmètre, ici je remets en route mon joli système. Voilà. Donc là, j'ai du courant qui va passer, hein, évidemment. Et lorsque je mets mon doigt ici sur la résistance, je sens, alors c'est pas très chaud, mais je sens que ça chauffe. Ça chauffe. Alors, l'idée c'est que si on arrive à mettre le doigt dessus et sans souffrir, c'est que la température au maximum est de 50 degrés. C'est comme ça qu'on arrive à déterminer la chaleur de composants. Bon là, c'est à peine tiède. En tout cas, ça peut pas chauffer la pièce ici, hein, je vous rassure. Pourquoi? C'est que donc mes 18 ohms, pour faire simple, multipliés par mes 6 volts 7, donc P égale à UI. Quand je fais ça sur ma calculette, U, donc mes 6 volts 7 multiplié par alors pardon, c'est P égale U2 sur R. U2 sur R, donc 6.7, divisé par ma résistance 18 ohms, hein, P égale U2 sur R, égale 2,5 watts. Donc ça chauffe ici à hauteur de 2,5 watts. Donc réparti sur l'ensemble ici de la surface de ma résistance, c'est pas une grosse puissance. Je pense que ça serait une plus grosse, enfin, pour une résistance plus petite en taille, ça chaufferait plus. Puisque là, ma puissance, elle est répartie sur l'intégralité de la surface. Et peut-être que et du coup, peut-être que je ne pourrais pas mettre mon doigt dessus, que ça chaufferait plus. Voilà. Voilà la petite expérience du vendredi soir. On aura comme ça des expériences tous les soirs à partir de maintenant jusqu'à la fin du cours de technique. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.